bienvenue à notre dernière rencontre de formation officielle. En fait, pas officielle non plus, hein, il n'y en aura pas la semaine prochaine. Donc, on est à notre dernière période ensemble. En cette dernière période, c'est un peu un tour d'horizon, un wrap-up, hein, qui va nous permettre de voir quelques éléments qui ne fitaient pas directement dans le cours, mais qui travaillent avec les technologies web, qui travaillent avec différents éléments qui sont rattachés aux technologies full stack, aux technologies web courantes. On a 3 sujets à traiter aujourd'hui. Le premier sujet, ça va être l'utilisation de WebSocket pour communication bidirectionnelle et plus particulièrement l'implémentation de la librairie Socket.io qui vient nous faciliter la tâche. On va avoir le déploiement automatique avec différentes plateformes. On va regarder en particulier la plateforme Heroku qui va nous permettre de faire des déploiements automatisés de nos applications en quelques clics. Et finalement, on va avoir un aperçu des différentes technologies qui dépassent, en fait, ou comme c'est quoi les prochains tournants qu'on a vus dans le monde du full stack. Donc, nous, on avait vu le principe de front-end, hein, avec React. On avait vu le principe de back-end avec Express. Ben, qu'est-ce qui arrive si tu essaies de comme mélanger les deux, d'avoir un serveur qui est conscient de React puis qui est en même temps capable de faire des API, qui est une espèce d'hybride entre les deux. À quoi ça peut ressembler, puis c'est quoi les noms des différentes librairies, des différents frameworks qui nous permettent de faire ça. Puis après ça, ben, on va terminer, puis on va être des développeurs full stack agréés novices qui sont capables de naviguer dans ces éléments-là. On commence notre premier sujet de la journée, c'est les WebSockets. Donc, le principe, et voilà. On va mettre des liens. On va commencer un peu avec juste, c'est quoi le principe du WebSocket. Donc, jusqu'à présent, hein, les technologies qu'on a utilisées dans les technologies web, c'était des communications avec le protocole HTTP. Hein, donc, le protocole HTTP, avec ses différentes méthodes, nous permet d'avoir une communication unidirectionnelle. Donc, on est capable de faire une requête, puis à partir de la requête, recevoir une réponse, puis on peut utiliser cette réponse-là pour faire des choses. Hein. Afficher une page web, aller chercher de l'information, dire qu'on a une modification à une donnée quelconque. Mais le principe, c'est que toutes les transactions sont distinctes les unes des autres. Donc, je fais un get, puis si je veux avoir une autre communication avec le serveur, il faut que je fasse un autre get, un autre post, puis ainsi de suite. Il n'y a pas de transaction continue, c'est unidirectionnel. Donc, c'est pas tout le temps la meilleure des options quand on veut construire des applications web qui sont plus vivantes que ça. Donc, on avait besoin d'une technologie qui me permettait de faire de la communication bidirectionnelle et une communication soutenue. Donc, qu'on ait un lien de communication qui est ouvert entre deux entités, puis qu'à partir de là, on est capable d'envoyer et de recevoir des messages tant que la connexion reste établie. Donc, pour être capable de faire ça, on a la technologie des WebSockets qui me permet de créer un lien de communication pour une session bidirectionnelle entre un navigateur et un serveur. On a un API qui a été créé pour être capable de gérer des connexions de type WebSocket. Pour être capable de faire ça,
il va nous falloir un serveur qui va être capable de recevoir la communication. Puis il va nous falloir un client, habituellement un navigateur, qui va être capable de communiquer avec ce serveur-là. Fait que le principe, c'est vraiment juste d'établir une connexion sur une adresse quelconque. Puis à partir de là, cette connexion-là peut recevoir ou émettre des messages dans ce lien bidirectionnel. Fait que ça va bien jusqu'ici. Donc le principe, c'est qu'on a l'interface WebSocket qui est disponible dans tous les browsers. Là. Okay, là? Donc une vieille technologie guillemets, là. Donc c'est un vieux protocole qui est disponible partout. À partir de là, tu peux utiliser le WebSocket puis commencer à travailler avec les différentes méthodes qu'on a à l'intérieur. On va commencer en regardant une première application qui utilise les WebSockets de base. On va voir c'est quoi que c'est capable d'exécuter, d'effectuer. Puis à partir de là, on va parler un peu de ses lacunes, puis qu'est-ce qu'un niveau d'abstraction additionnel nous permet d'obtenir. On va regarder. Ici, une application qui est basée sur l'implémentation que quelqu'un a déjà faite. Donc, je vous montre plein de choses que du monde a déjà faites. Fait que je dompe les liens de qu'est-ce que le monde a fait. Donc, les WebSockets, vous allez voir, c'est un entertainer, un gars de YouTube qui a fait ça, le code. Donc, il y a le lien sur son vidéo, puis une explication en anglais de qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, le principe de cette application-là, hein, c'est quoi? On a un serveur et on a l'application qui va être capable de se connecter à ce serveur-là. Pour être capable d'utiliser le serveur du côté de qu'est-ce qu'on va avoir à l'intérieur, ça va être un serveur qui va rouler avec Node. Puis, on va utiliser une librairie qui s'appelle WS. Donc, la librairie WS, c'est une implémentation de la librairie de WebSocket pour Node. Donc, ça va nous permettre de créer une application avec des WebSockets à l'intérieur de Node. Très simple. Donc, ici, c'est pour une application de Node.js. Si on veut faire ça dans un client, si on veut faire ça dans un navigateur, on ne pourra pas directement utiliser celle-là. Il va falloir utiliser le WebSocket tout seul. Ah, peut-être, attends un peu, on va... C'est peut-être de ma faute. J'ai mis la fenêtre un petit peu trop petite. Qu'est-ce qui arrive si je fais ça comme ça? Est-ce que... Attends, je vais repartir aussi mon screen share, juste pour être certain. Avec ça. Est-ce que c'est mieux ici? Excellent. Donc, avec ça, on va être capable de voir le restant. Parfait. Donc, on a la librairie WS qui me permet d'utiliser l'implémentation de WebSocket dans une application de serveur. Hein, donc, dans une application qui va être autre que le navigateur lui-même. Fait que le principe, c'est comment est-ce que ça fonctionne. J'ai un nouveau objet que j'appelle WebSocket, qui est l'objet qui est retiré de ma librairie. Je donne le nom auquel je veux me connecter. On peut voir ici, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est un autre protocole que le protocole HTTP. Hein? C'est le protocole WS pour WebSocket. Puis après ça, on va avoir différentes actions de disponibles. Okay? Donc, le principe des WebSockets, c'est qu'on peut envoyer différentes actions. Si on regarde ici notre documentation, je veux le on. Juste
on a comme 3 actions possibles. Là. On a le open, on a le message, puis après ça, on a le error, puis le close de disponible. Okay, on est ici sur le open. On a ici, on voit ici qu'est-ce qui se passe. Hein? On a une fonction asynchrone de callback qui me dit, ben, quand j'open, je peux envoyer quelque chose. Ou quand je reçois, je vais avoir une fonction avec les données, puis je vais juste afficher les données directement à l'intérieur. Fait qu'on va regarder une implémentation simple. OK. Donc, le principe, c'est j'ai différents types de on. OK. Fait que j'ai connexion, j'ai open, j'ai close, j'ai message. Donc, tout ça, c'est des types d'actions auxquelles je peux rattacher une fonction. Fait que, à ce point-là, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, on va format document. Donc, on a l'exemple où c'est que, bon, j'ai mon WebSocket, puis je veux juste le mettre sur le port 8080. Donc, mon serveur de WebSocket va écouter sur le port 8080 pour des connexions, puis commencer à travailler avec ça. Fait que ici, je peux faire un petit clear. OK? Et on va faire un npm start. Si on regarde, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, quand j'ai une connexion, ce que je fais, c'est que j'ai une fonction socket. Et de cette fonction socket-là, je vais mettre un console log connected. Puis de ce socket-là, je vais avoir sa propre sous-fonction qui va dire que pour les messages de cette connexion-là, quand je reçois un message, j'ai une fonction ici, hein, c'est des arrow functions, qui va juste renvoyer un message qui dit Roger that, puis qui recopie le message. Fait qu'ici, en fait, tout ce qu'on a, c'est une application de WebSocket qui va avoir des connexions. Pour chaque connexion, j'établis un élément, puis à chaque fois, je vais juste renvoyer l'information avec. Fait que ça, c'est notre serveur. Une fois qu'on a le serveur, il va nous falloir avoir une application, hein, donc quelque chose qui roule sur notre index.html. Ici, on n'a même pas besoin d'avoir de serveur spécial. Là. On va directement rouler ça dans notre navigateur, le index.html. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? C'est qu'on a un script qui appelle le app.js directement. Par exemple, on va voir qu'est-ce qu'il y a dans le app.js pour travailler avec. Ici, on peut voir qu'on a un input, hein? Puis on a ici juste un message, mais on a juste un input, c'est la seule chose qu'il y a dans cette page-là. Puis ensuite, dans le app.js, ben lui utilise l'objet WebSocket, donc cet objet-là est disponible pour n'importe quel navigateur. On voit ici qu'on utilise l'adresse à laquelle je veux me connecter. Donc dans ce cas-ci, mon serveur, hein, il roule sur le port 8080. C'est ça que j'avais seté à la création de mon serveur. Puis à partir de là, je peux utiliser les différents messages. Fait que je dis, quand je reçois un message, je prends le data, puis je fais un console log avec. Simple. Puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va changer notre bouton. Puis notre bouton, quand je clique dessus, ça va envoyer hello. OK, c'est assez simple. On va essayer de voir. Et je prends ça ici, puis je le fais. Donc, qu'est-ce qui est intéressant ici? Si je m'en vais voir, ici, je vais rafraîchir la page. Fait que j'ai ma page ici, hein, qui est directement le input avec un bouton send. Hein, il n'y a rien qui se passe de spécial là-dedans. Donc, on va voir ici que quand
On va envoyer de l'information. Cette information-là arrive à notre serveur. Le serveur le reçoit et devrait renvoyer le mot Roger Dat avec le message. Et que je peux taper quelque chose ici. Je peux faire Send. Puis je peux voir ici que j'ai le Roger Dat Hello. Donc ici, qu'est-ce que j'ai marqué, il n'y a pas d'importance, hein, parce que dans mon application en ce moment, je fais juste envoyer le texte Hello. Hein. Si on voudrait, on pourrait changer ça, puis prendre le contenu de notre input et ainsi de suite. Là ici, on veut vraiment tester le bare bones de la chose. Et qu'à chaque fois que je clique sur Send, ça envoie le message à notre serveur qui lui répond avec le Roger Dat Hello. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que dans nos communications de réseau, okay, on peut voir qu'on a eu différents network requests. Donc on peut voir ici qu'on a notre index, on a le app.js, okay, qui ont été cherchés, mais on peut voir ici qu'on a un WebSocket, okay, qui travaille avec notre app, puis qui est pending, il est encore en train de travailler. Fait qu'en fait, si je clique dessus, il donne plus de place. Je peux même voir à l'intérieur que j'ai envoyé le message Hello. Puis je peux voir que j'ai reçu le message Roger Dat. À chaque fois que je clique, j'ai l'envoi du message, j'ai la réception de la réponse de mon serveur. On peut voir que ça se fait presque instantanément, là, en moins de 0.001 seconde. Donc, on peut voir qu'on a une communication qui est continue entre les deux. On est capable d'envoyer et de recevoir différents éléments. Et que ça ici, c'est juste l'implémentation de base des WebSockets. Okay? Donc, le principe, c'est on est capable d'avoir un serveur qui reçoit des connexions et qu'à partir de ces connexions-là, est capable de dire à chaque fois que je reçois un message, je suis capable de répondre ou quoi qu'il advienne, je suis capable de répondre à n'importe quel moment qu'est-ce qui se passe. La problématique qui vient avec ça, c'est que en ce moment, c'est la problématique, plutôt une limitation du protocole de WebSocket, c'est que c'est fait pour être point à point. Ce que ça veut dire, c'est que j'ai un navigateur et un serveur qui sont connectés ensemble, puis ça, c'est une connexion. S'il y a un autre navigateur qui apparaît, okay, donc je me fais ici un deuxième navigateur, je peux voir que je suis connecté ici, j'inspecte ça, je m'en vais dans mes sources, je monte dans mon réseau, et attends, on va le reconnecter, et on fait ça, ne dérange rien, je tape ici, j'ai le message okay, qui apparaît, j'en ai deux, mais si je retourne dans cette page-là, j'en ai pas eu de nouveaux messages. Okay, donc en ce moment, notre serveur a deux communications, deux canaux d'ouvert okay, entre deux navigateurs, qui en fait là, même dans deux tables différentes, là, mais le principe c'est qu'on a deux canaux d'ouvert. Puis les deux sont complètement indépendants l'un de l'autre. Ils ne se connaissent pas. Puis par défaut, ça serait à moi de faire l'implémentation pour être capable qu'il y ait une gestion de distribution ou une gestion de diffusion d'un message à tous. OK? Fait qu'ici, on pourrait dire, à chaque fois que tu as une connexion, prends cet élément-là, rajoute-les dans un tableau que moi je gère, puis à chaque fois que j'ai un message, je passe à travers le tableau, commence à faire de la gestion de connexion et ainsi de suite. Puis c'est habituellement qu'est-ce qu'on va vouloir qu'il se passe. Hein? Donc quand, mettons, on a une application puis qu'on veut que tu chattes à 3-4 personnes ou qu'il y a un feed que tout le monde est capable de lire, ben, il faut que tout le monde soit capable de voir en même temps toutes les informations qui se transigent là-dessus. Mais les WebSockets ne sont pas faites pour une implémentation à plusieurs connexions. Fait que pour être capable de faire ce genre de choses-là, fait que là, ici, on a vu le principe de base des WebSockets. On est capable d'établir une connexion entre un serveur et un navigateur. On est capable d'envoyer et de recevoir des messages de cette instance-là. On va aller voir qu'est-ce que la librairie Socket.io me permet de faire de plus.
Fait que le point de Socket.io, c'est ça utilise les WebSockets. Okay? Donc, c'est une librairie qui vient par-dessus l'utilisation des WebSockets, puis qui va travailler sur la communication qui est basée sur des événements. Donc, on peut avoir ici le principe d'avoir une application de chat qui se connecte à autant d'utilisateurs en même temps, qui va être capable de faire une diffusion des informations. Okay? Fait que on va aller regarder à quoi ressemble ce code-là pour faire rouler une application de chat avec Socket.io. Ici. Drague ça. Et voilà. Donc ici, on a un exemple d'une application. On a une application qui utilise Express. Okay, donc, on sait c'est quoi Express, mais on peut voir ici qu'on utilise la librairie Socket.io. On est capable de gérer ça. Donc, ici, l'utilisation d'Express est seulement pour avoir un serveur qui va être en même temps la page qui va fournir la page web, puis en même temps le serveur de WebSocket, le serveur de Socket.io. Fait que on a ici notre app.get que nous on connaît avec Express, qui nous dit que quand on a ça, on renvoie notre fichier index.html. Et donc notre fichier index.html, il y a un petit paquet de code à l'intérieur qu'on va y revenir dans quelques instants. Mais le principe, c'est que si je m'en vais ici, puis je fais un npm start, je me connecte. OK, puis j'ai ça, je m'en vais dans mon network, je rafraîchis la page pour voir les connexions. Puis je peux voir que j'ai une connexion WebSocket qui travaille sur une adresse déjà prédéfinie. Si on regarde ici, c'est sur l'adresse socket.io. Donc encore une fois, le principe de Socket.io, c'est d'avoir une implémentation qui existe au-dessus des WebSockets. Fait que c'est pas directement compatible. Socket.io, c'est le même principe que React et au JavaScript. Là. Donc, tu peux pas directement juste avoir du WebSocket avec du Socket.io. C'est comme, faut que tu aies juste Socket.io tout seul pour que ça marche. Mais le principe, c'est qu'on peut voir qu'il y a déjà différentes fonctionnalités qui sont intégrées. On peut voir qu'il y a eu des messages qui ont été utilisés. Et que le principe ici, c'est que ça implémente les WebSockets, puis ça gère la communication par lui-même. On peut voir ici qu'il y a des espèces de ping là, avec des numéros de commande, 2, 3, 2, 3, 2, 5, 2, prop 2, et ainsi de suite. Donc, nous, on va être capable de travailler avec ça. Fait que si on regarde de quoi a de l'air le code pour la gestion de ce programme-là, donc on a notre serveur IO ici là, qui fonctionne. Fait que sur une nouvelle connexion, on dit que j'ai un socket, puis je peux envoyer des noms de messages. Donc, qu'est-ce qui est intéressant avec Socket.io, c'est que à place de juste être une communication directement, ça va envoyer une communication avec comme une espèce de tag. Puis Socket.io, lui, va avoir une connaissance de quel tag je suis en train d'utiliser. Puis il va être capable de faire des liens entre plusieurs instances qui utilisent le même tag. Fait que là, en ce moment, on va avoir juste des tags de type chat message. Fait que je peux voir ici que si je reçois un chat message, ce que je fais, c'est que je le emit. Puis le principe de emit, c'est que ça va nous permettre de l'envoyer à tout le monde. Donc tout le monde qui va être connecté,
quand je reçois un chat message, ben, tout le monde reçoit le même chat message. Donc, à la différence des WebSockets, qui est une connexion point à point, Socket.io se veut une communication qui va être diffusable à tous ces points de connexion en même temps. On peut voir aussi qu'à chaque fois qu'on a une nouvelle connexion, on dit qu'on a a user connected, puis quand on se déconnecte, ça dit a user disconnected. On peut voir ici, mettons que je prends ça et je me reconnecte. Je peux voir que ça le rajoute. Si je delete le tab, je peux voir que le user a disconnected. On va mettre ça. Là, on a des users qui sont connected. Si on regarde qu'est-ce que l'application est capable de faire, là, le principe, c'est qu'en ce moment, j'ai deux instances différentes. Et si, en fait, je peux en avoir plus que deux. Hein. Le principe, c'est que je peux en avoir autant que je veux. On va faire ça comme ça. Hein? Que j'ai 3 fenêtres. Si j'envoie un message, le message est retransmis à toutes les autres instances qui sont connectées en ce moment. Et que j'envoie le message de n'importe quel, c'est renvoyé à toutes les autres instances en même temps. On a vu le code du serveur qui nous permet de faire ça. Hein, donc, quand je me connecte, quand je reçois quelque chose qui s'appelle un chat message, ben, je le renvoie comme étant un chat message avec le contenu du message ici. Là. Donc, le contenu, c'est qu'est-ce que moi, j'aurais écrit. Fait que ça, c'est du côté du serveur. Qu'est-ce qui va se passer du côté de notre application? Hein, dans notre index.html. Fait qu'on a ici le code directement de notre HTML. Donc, on voit qu'on a besoin de aller chercher la librairie. Donc, ça, c'est standardisé. Tu peux utiliser, ça va être géré soit avec le CDN, soit avec la gestion de ton application. Il faut que ça va chercher cette librairie-là. Puis, on va voir que le code est très semblable. Okay? Parce qu'on va aller chercher cette librairie-là qui nous donne le socket. Puis, le principe, c'est que si on regarde qu'est-ce qu'il utilise, on a, premièrement, là ici, j'ai mon submit là, hein, de mon... j'ai juste un input avec le submit à l'intérieur. Hein, ça, c'est très standard. Fait qu'on peut voir ici que quand je clique sur submit, si j'ai quelque chose dans mon input, je vais faire un emit de type chat message. Et je vais prendre le contenu de qu'est-ce qui était dans mon input box, puis c'est ça que je vais envoyer dans mon emit. Puis je peux voir, je ne vais pas aller dans lui, je vais aller dans... Donc, je peux voir ici que quand moi j'ai envoyé mon ASDF, hein, je peux voir que ça a envoyé un code 42. Là, ça, c'est Socket.io qui gère ces genres de codes-là. Okay, donc 42, c'est seulement pour les emits. Puis après ça, on a un type chat message. Puis on a le contenu du chat message qui est ASDF. Je peux voir que je reçois le même contenu, hein, parce que c'est moi qui l'ai envoyé, puis c'est envoyé à tout le monde. Puis après ça, plus tard, je peux voir que je reçois les différents chat messages de type ZXCV puis VibBidMinim, qui étaient les deux autres messages que j'ai envoyés. Fait que lui a reçu les 3 messages, j'en ai envoyé un. Comment est-ce que ça se fonctionne, lui? Ben, c'est nous qui l'a imité quand on avait ça, puis les autres vont imiter les leurs. Puis quand on reçoit un chat message, ben là, ici, on fait la gestion de gérer directement en HTML, là, okay, d'ajouter ça dans une liste. Évidemment, si on avait une application en React, on pourrait avoir des choses qui seraient un petit peu plus fancy pour être capable d'avoir une meilleure gestion à l'intérieur de notre application. Mais Socket.io nous permet de faire ça en très très peu de lignes de code. J'ai maintenant une application de chat qui se connecte automatiquement au localhost
qui se travaillent automatiquement entre eux autres, puis qui peut tout simplement avoir une communication multidirectionnelle, hein, donc de 1 à plusieurs. Puis comme élément central, ayant mon serveur qui est en train de rouler puis de gérer tout ça. Fait que Socket.io me permet de faire ça assez facilement. Et ça fait le tour de notre premier sujet de la soirée, qui était l'utilisation des WebSockets, puis plus particulièrement celui de Socket.io. Ouais, bonne idée. Donc, aussi que Socket.io. Et j'utilise ici, j'ai utilisé directement le et ici, attends, me semble. Okay. Il sort de où mon exemple de chat? Ça assez simple. Ouais, celui-là. Get started chat. Donc ici, ça refait l'application que je vous ai montrée. Donc c'est ça. Avec tout ça, on est capable de voir comment gérer ça de manière très streamlinée. Right. On va fermer ces petits éléments-là. On va passer à notre prochain sujet de la journée, qui va être l'utilisation de déploiement automatisé. Et je veux ensuite juste refaire des choses pour vous. Okay. Et qu'on va partir de cette application-là qui est basée sur ce tutoriel-là, ici. Ok, fait qu'on va cloner ça. Il faut que je clone. Ça. Fait que le principe de Heroku, c'est d'être capable de pouvoir facilement ici, le principe des Heroku, son but ultime, c'est d'être capable de faire le déploiement d'applications qu'on a faites, okay, de manière extrêmement facile et conviviale. Ici, on va voir, je veux la documentation. Fait que le but des Heroku, c'est d'être capable de prendre n'importe quel type d'application, okay, web habituellement, et d'être capable de pouvoir le déployer d'une manière facile et conviviale pour avoir
une version que tu peux envoyer un lien à n'importe qui, puis que la personne peut tester ton application comme pour de vrai sur Internet, ok, d'une manière qui est gérée par Heroku. Qu'est-ce qui est vraiment intéressant avec Heroku, c'est que ils ont une très grande liberté par rapport à qu'est-ce qui est gratuit. Donc, si tu regardes, tu peux très bien travailler, ok, sur des applications non pas commerciales, des preuves de concept, des MVP, des projets personnels. Fait que tu peux avoir ici, ok, des centaines d'heures de déploiement. Okay, tu peux avoir des bases de données qui travaillent avec. Donc, puis si tu veux aller plus haut que ça, on peut augmenter, ok, puis avoir un vrai déploiement pour des applications qui demandent beaucoup de gestion, puis de données, puis de requêtes, et ainsi de suite. Mais le principe, c'est que ça te permet d'avoir une adresse que tu peux envoyer, ça ne te coûte rien, puis c'est immédiatement fonctionnel. Fait que, on va regarder à quel point ça peut être immédiatement fonctionnel. Pour être capable de travailler avec ça, il faut avoir déjà un compte sur Heroku. Donc, tu peux te créer un compte gratuitement. Puis, à partir de là, il y a une application command line qui est le Heroku CLI. OK. Qui permet de travailler avec Heroku directement dans ton invite de commande. Fait que j'aurais même pas besoin. OK, tout ce que je vais faire, je pourrais le faire dans le panneau de configuration. Dans mon panneau de configuration, OK, je peux créer une nouvelle application, puis là, commencer à tout gérer mes choses. Mais le principe, c'est qu'on n'a même pas besoin de ça. Avec Heroku, je peux me login sur mon compte. Donc, ici, okay, me login. J'étais déjà logged in. Fait qu'ici, dans ma fenêtre, ça me permet de dire que je suis logged in avec mon compte personnel. Une fois que ça c'est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un Heroku Create. Fait que ça va me créer un nouveau projet qui va être relié à ce dossier-là. Donc en ce moment, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Là? Okay. J'ai une application express, okay, qui utilise encore une fois les versions publiques. Là. Donc c'est un serveur web avec un fichier, des pages web là, à l'intérieur. Là, okay. Mais le principe, c'est que ça pourrait être une application React. Okay. Ça ne crée pas un repo. Le principe, c'est que le repo est déjà fait. Ce que ça va faire, c'est que ça va rajouter un nouveau remote. Donc, dans le principe de... en ce moment, là, j'ai cloné. Là. Fait que si je fais un git remote... en ce moment, j'ai le origin, puis c'est relié à qu'est-ce que j'ai cloné. Donc, j'en ai un qui est comme encore sur GitHub. Mais quand je vais faire Heroku Create... Déliter des choses, puisque j'en ai fait un tantôt. Déliter celle-ci. Okay. Je fais Heroku Create. Et ça me crée automatiquement une nouvelle application. Puis si je regarde, ça m'a créé un nouveau remote qui s'appelle Heroku. Le but ici, c'est que ça me fait un autre repo. Puis quand je vais push sur ce repo-là, ça va automatiquement déployer mon application. Fait que je peux faire un git push Heroku sur ce remote-là. Puis je veux pusher ma branche courante qui est ma branche main. OK, donc ici, ils ont utilisé la nouvelle nomenclature là, de main à la place de master. Fait que je vais faire un git push Heroku main. Puis là, ce qui se passe, c'est que en faisant ce push-là, lui va faire le npm install sur un serveur externe. OK, il va faire un npm serve sur ce serveur externe-là. Puis va me fournir
la page web à une adresse qui est accessible à tous. Et je peux voir ici que le build a réussi, ça l'a compressé, ça l'a launché, puis à partir de là, je peux ouvrir cette adresse-là, puis ça c'est mon site, là. C'est moi qui viens tout juste de le faire. Okay? Puis si je déploie l'adresse à tout le monde, c'est la version en ligne d'une application Node.js. Puis ça m'a pris au moins 40 secondes. Excellente question, Alexandre. S'il y a une base de données à avoir. Fait que Heroku. Postgres. Le principe, c'est que tu peux avoir des bases de données, OK, avec Heroku. Attends, je sais pas si j'en ai... Je vais aussi déliter celle-là, juste pour être certain. Fait que pour rajouter des bases de données, ce que je peux faire ici, c'est ici faire Heroku, OK, add-ons, qui va me donner une liste des add-ons qui sont connectés à celle-là. J'en ai pas en ce moment. Mais si j'en veux une, je peux tout simplement dire hey, voici un nouveau add-on. J'ai besoin de ça. Puis là, ce que ça vient de faire, c'est que ça vient de créer une nouvelle base de données, OK, que je peux atteindre avec database URL. Donc, ça vient de créer une variable d'environnement. Donc, en gros, je peux utiliser cette variable-là n'importe où, puis ça va être l'adresse de connexion avec le mot de passe intégré, mais c'est des secrets qui sont juste automatiquement créés dans l'application que moi, j'ai pas directement accès. OK? Donc, je viens d'avoir une base de données Postgres. Elle est maintenant accessible à database URL. Avec le command line de Heroku, ben, en fait, une fois que je suis connecté, je peux me connecter si je veux. On va voir ici, je pense que je vais même le voir en action à partir de là. Tiens. Ah, je peux même voir le nombre de tables, le nombre de que j'ai de disponibles, le nombre de connexions qui sont courantes. Et je m'en vais voir dans mon outil, dashboard. Je peux aller voir ici que je peux me connecter à cette base de données-là. Je peux même me connecter à un outil qui me permet de voir les différents éléments. Puis, je peux me connecter avec... je peux aller chercher le nom de les credentials pour aller chercher une connexion manuelle. Mais souvent, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y a des outils qui existent aussi, là, si on a des choses un petit peu plus setupées là, avec des bases de données. Donc, tu peux aller chercher les credentials puis comme te connecter avec PSQL normalement. Là. Mais on a d'autres librairies, mettons SQLize, mettons. Donc, SQLize, c'est un ORM pour Postgres, Maria et ainsi de suite, qui permet de faire des migrations automatiquement. OK? Fait qu'à partir de là, tu peux commencer à faire des migrations à partir de là. Puis, admettons que tu as besoin de la rouler, ta migration. Là. OK? Fait que là, le principe, c'est que, mettons, j'ai déjà installé des choses, j'ai déjà des scripts de prêt, là. J'ai besoin de faire une migration quelconque. J'ai juste besoin de rouler cette commande-là. Comment je fais pour rouler cette commande-là? Je peux faire Heroku, OK, bash, me semble.
c'est quoi donc mon affaire? C'est Heroku. Pas de bâche. Ouh. Ça, ce que ça va me permettre, c'est de rouler sur mon instance. OK? Fait que ça, je vais me connecter à mon instance. Je suis maintenant sur ma base, ma machine qui roule ça. Là. Fait que si j'ai besoin de rouler des migrations quelconques, je pourrais faire mon Sequelize, DB Migrate. OK? Puis ici, si je fais je peux voir ici, OK, que le database URL a déjà l'information à l'intérieur. Fait que habituellement, les différents outils, tous les outils de base de données utilisent cette valeur-là pour être capable de faire ça. Là, ici, en passant, il y a mon nom puis le mot de passe. Là, fait que on va tout de suite aller détruire cette instance-là. Pas qu'il y ait des mauvaises choses qui arrivent sur ma carte de crédit. De quoi que c'est pas relié pour l'instant. On va attendre. Mais le principe, c'est je suis connecté sur l'instance, je peux faire des migrations pour créer la base de données, mettre les premières tables et ainsi de suite, puis que mon application fonctionne directement. Et une fois que j'ai terminé, je peux sortir de là, et je reviens derrière. Je peux même aller regarder les logs de mon instance. Donc, ici, j'ai mis tel pour que ça roule en continu. Là. Hein, fait que si je retourne sur ma page, puis côte à côte, fait que je peux voir ici, tout est beau. Bon, je fais un rafraîchissement, puis je peux voir que c'est express, là, ça me donne toutes les informations. Je peux voir tout ce qui arrive en temps réel sur toutes mes connexions quand je clique sur des pages. OK? Là, ici, ça m'a envoyé quelque part d'autre. Fait que on peut ici rafraîchir. OK? Je peux voir les connexions qui passent. Tout est tigidou. Fait que Heroku, extrêmement performant pour être capable de avoir des déploiements de manière facile et conviviale. Fait que Heroku, ça veut être autant une plateforme pour les preuves de concept, puis autant une plateforme pour faire une gestion à grande échelle. OK? Donc, ici, on a fait quelques commandes. Ben, le principe, c'est que tu peux t'accrocher dans du DevOps, là, puis faire un push automatique après que tu aies passé certains tests. OK? Si tu travailles en intégration continue et ainsi de suite, c'est très facile de faire la gestion d'un déploiement réel. À partir de là, ben là, dépendamment de qu'est-ce que tu as besoin, ça va être juste... Là, ici, le principe, c'est qu'on a un certain nombre d'heures par défaut. Puis, si je n'utilise pas la page web, le serveur s'éteint. Puis quand je vais essayer de retravailler sur cette adresse-là, ça va prendre genre 1 minute à peu près ou une trentaine de secondes pour repartir l'instance, pour repartir le serveur. Hein? Fait que c'est vraiment juste une gestion de hobby. Mais le principe, c'est que tu peux rouler des vraies applications pour un certain nombre d'argent. Et à partir de là, on a 0 downtime deployed. Et est capable de travailler avec qu'est-ce que tu as besoin. Ou performant, si tu veux créer le prochain Facebook, tu peux aussi payer pour. Le principe, c'est que c'est très évolutif, très scalable. Excellent. C'était notre deuxième sujet de la journée. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions par rapport à ça, par rapport à Heroku. Tout ce que j'ai fait ici dans le command line, pour moi, c'est la version la plus simple de travailler avec, mais on peut très bien faire la même chose. Attends, là, je vais déliter l'application-là pour être certain de enlever les choses.
mais je peux en recréer une. Et à partir de là, OK, tu peux, OK, faire les mêmes actions. Tu peux aussi te connecter directement à GitHub. Tu peux, si tu as des images, OK, avec des containers et Docker, travailler avec ça aussi. Mais le principe, c'est que tu peux même te connecter directement à un repo sur GitHub et dire, ben, à chaque fois que je push quelque chose là-dessus, ça va être automatiquement déployé sur Heroku. Fait quoi? Ça fait pas mal le tour du principe fondamental d'Heroku. Donc, Heroku a beaucoup de choses qui sont disponibles. Hein? Donc, on a parlé des différents add-ons possibles. On avait les bases de données qui étaient disponibles, mais on en a d'autres qui viennent avec. Si on regarde, juste autre. Il y avait Redis, il y avait une liste. Non, tu ne veux pas me donner de liste. Et voilà. C'est que les différents add-ons que tu pourras avoir de besoin. OK, donc autant des bases de données que des DNS, que n'importe quel autre outil qui pourrait être en dehors de juste le déploiement standard, qui essaye vraiment de tout avoir de disponible d'une manière facile et conviviale. Alright. Ça, c'est notre deuxième sujet de la journée. J'ai mis tous les liens. Ouais, correct. Bon, évidemment, maintenant que notre application est délitée, hein, on peut voir que ça n'existe plus. Ça m'avait donné un nom random, là. C'est délité, ça n'existe plus, c'est terminé. OK, parfait. Bon, on est bon. Bon. Donc, troisième sujet de la journée, ça va être différentes librairies qui me permettent de simplifier qu'est-ce que nous on a fait dans notre cours. Donc, on avait vu dans la première partie du cours le front-end, on avait vu dans la deuxième partie du cours le back-end, mais on peut combiner les deux ensemble, puis être capable d'avoir des applications qui vont avoir juste un code base, là, OK? Donc, juste un paquet de sources ensemble qui va être capable de faire les deux d'une manière qui essaye d'être plus optimisée. Il y en existe quelques-uns. Celui-là qui se rapproche le plus de qu'est-ce qu'on a fait, puis une qui est en pleine expansion de popularité, c'est Next.js. Okay, donc, Next.js se veut être un framework de React. Donc, React, c'est une librairie de front-end. Là, ici, on a un framework qui me permet de un peu tout faire qu'est-ce qu'on pourrait vouloir dans une application. Fait que on peut avoir un serveur statique, un serveur hybride, on peut avoir du TypeScript, on peut avoir des routes, on peut avoir un API. Tout ça est automatiquement fait à l'intérieur de Next. Donc, pour bien comprendre qu'est-ce qui est disponible dans Next, on va regarder un peu une application standard qui est capable de faire ça, qui implémente Next.js. Et on est en train de regarder Next.js. Et ici, code qu'on est en train de regarder.
c'est le code démo qui fournit. Donc, à l'intérieur de celui-ci, si on regarde comment ça marche, on a React, hein, puis on a Next, puis c'est pas mal qu'est-ce qu'on a besoin. Puis on veut rouler ça avec ici le npm start. Ça va être pour partir un serveur qui a buildé. Nous autres, on veut l'avoir avec en développement en ce moment. Là, fait qu'on peut faire npm run dev juste pour l'avoir en développement. Puis on peut maintenant l'ouvrir dans notre page. Puis le principe en ce moment, c'est qu'à chaque fois que je vais essayer d'atteindre une page, lui va automatiquement construire la page puis la rendre disponible. Okay, donc le principe, c'est que lui est capable de compiler toutes les pages pour être capable de les offrir. On est dans un environnement de développement et qu'il va le faire à chaque fois que j'accède à la page. Si je voudrais, je pourrais avoir quelque chose de plus convivial si j'aurais fait le build et ensuite le start. Mais là, j'aurais pas pu comme le changer en live. Fait que le principe, c'est que ça va être une application qui est basée sur React. Hein? Donc, si je m'en vais inspecter ça, et je regarde ici, je peux voir, OK, c'est des components. Hein? Je vois ici, j'ai le home, j'ai quelque chose qui s'appelle layout, j'ai le head, okay, j'ai une image, j'ai ici, okay, une date, un lien, une date. Donc, c'est des components. Hein? Donc, c'est vraiment une application de React. Mais derrière, c'est aussi un serveur qui est capable de gérer tout ce qu'on pourrait avoir de besoin dans une application complète. Le principe, c'est qu'il y a plein de choses de préconfigurées pour nous qui va nous permettre de facilement travailler pour construire la majorité, je dirais 90% des applications ou des pages, des sites qu'on pourrait vouloir. Fait que le principe, c'est que on a des pages. OK? Les pages, c'est un dossier qui est là par défaut. Donc, le principe, c'est qu'on peut aller ici, dans la documentation, et on a un élément qui est déjà préfait. Okay? Donc, il y a du routage qui va déjà être prédéfini. Donc, tout ce qui est dans page va être un composant de React, puis il va être accessible avec le nom du fichier. Hein? Fait que, en ce moment, quand j'allais à ma page principale, hein, j'allais à l'index, ben lui, il a été dans page, puis il a été chercher index. Fait qu'on peut voir ici, dans cette page-là, on a une page complète de React. Là, hein, on voit ici, on a des imports, on a ici la fonction principale qui reçoit des props, qui retourne différents éléments. Ces différents éléments-là, ben, c'est les components qu'on aurait pu construire. Donc, on voit ici, OK, les sections, OK, on a ici les éléments. On peut voir ici, là, c'est du React, là, OK? On n'a rien de spécial là-dedans. Je dis ça, mais on peut voir ici qu'il y a des props puis qui contient des informations. Donc le principe, c'est que quand on travaille avec ça, on va avoir des informations qui vont être disponibles dans les
props qui sont passés automatiquement. OK? Donc, on a des mécanismes intégrés pour être capable d'aller chercher des informations dans d'autres parties de notre application. Donc, ici, le principe, c'est qu'on a quelque chose qui s'appelle All Posts Data, qui va venir d'une autre partie de mon application. On va le voir un petit peu tantôt comment ça fonctionne, là. Mais le principe, c'est qu'on est capable d'aller... le framework travaille pour nous faciliter la passation d'informations. Ensuite, si je regarde comment ça fonctionne, mon petit site, donc je peux cliquer sur un lien, puis c'est dans post / quelque chose. Puis si je reviens, si j'essaie d'aller sur un autre lien du blog, ça fait post / quelque chose d'autre. Fait que le principe ici, c'est que j'ai une route qui va avoir une partie qui est toujours intégrale, puis après ça, j'ai une partie qui va être dynamique. Fait qu'on est capable de faire ça avec Next, avec... parce que je veux aller dans le routing, je veux aller dans les routes dynamiques. Puis le principe, c'est que pour avoir une route dynamique, ce qu'on peut faire, c'est que le nom de notre fichier soit entre crochets carrés, puis tout ce qui va être passé là-dedans va être passé comme paramètre à l'intérieur. Fait que si on regarde ici, dans les pages, on a les /posts, puis après ça, on a un ID quelconque. Fait que si je m'en vais dans les /posts, je peux voir que j'ai ici la route dynamique de ID. Puis je peux voir que dans cette route dynamique-là, j'ai quelque chose qui s'appelle post data. Puis à l'intérieur, je peux voir que je vais avoir les différentes informations qui forment le texte que j'ai besoin. Donc on peut utiliser les différents éléments pour être capable d'aller chercher ça. Donc ça me permet de créer des routes. Donc quelque chose qu'on n'a même pas vu en React encore, comment avoir une application avec plusieurs pages qui est gérée automatiquement avec Next. Évidemment, il y en a plus à l'intérieur qui est capable de faire ça. Puis comme tu peux aller chercher les informations, tu peux aller chercher le query qui vient avec au besoin. Il y a plein de choses que tu peux faire. Mais moi, la dernière chose que je veux vous montrer, c'est la gestion d'un API. Parce qu'on a vu qu'on avait notre application React, puis après ça, on se dit, OK, il faut se créer un API pour être capable de gérer ça. Ben, Next nous permet de le faire à l'intérieur de la même application. Donc, lui va être capable d'avoir un sous-dossier API à l'intérieur des pages, donc qui va être relié à /API, qui va être automatiquement traité comme un endpoint. Encore une fois, le principe de Next, c'est d'avoir de la préconfiguration, censée, donc on pourrait s'attendre, qui va nous permettre de nous faciliter une utilisation rapide, une création rapide d'une application. Et si on regarde en ce moment, dans nos pages, dans notre dossier API, on a en ce moment un hello.js. Ici, on peut utiliser, ils ont recréé le même genre d'environnement que Express, qui me permet d'avoir le endpoint à hello. Fait que le principe ici, c'est que si je m'en vais dans API /hello, ça me retourne le endpoint. Et on fait ça. On va faire un appel. Et je peux voir ici que c'est effectivement ce endpoint-là qui a été géré. Donc, tu peux te créer tes endpoints avec un fichier par endpoint. Tu peux aussi avoir des endpoints dynamiques de la même manière qu'on a eu nos routes dynamiques. Donc, dans les posts, on peut avoir des crochets carrés qui me permettent d'aller chercher les informations du query.
puis je peux aller chercher cette information-là à l'intérieur. Donc, on est capable de tout faire qu'est-ce qui est possible, puis à partir de là, ben, je peux faire des requêtes dans la partie de mon application sur mes différents endpoints derrière. Fait que Next, c'est comme qu'est-ce qui est nouvellement in, là, OK? Parce que ça nous permet en fait de déployer nos prototypes beaucoup plus rapidement. Il existe par exemple d'autres alternatives. En fait, dernièrement, hein, il y a eu même des nouvelles avancées. Là ici, c'est donc Next, c'est très prouvé. Là, la majorité du monde commence à utiliser ça par défaut. Hein, de la même manière que le monde utilise React par défaut comme front-end, puis Express par défaut comme back-end. Et là, le principe, c'est qu'on peut juste utiliser Next pour faire les deux. Okay? Puis il y a beaucoup de monde qui travaille avec ça. Mais il y en a des nouveaux. Okay? Dernièrement, une qui a capté mon attention, c'est Blitz, qui essaye de s'inspirer de Ruby on Rails pour être capable de faire une application qui va générer de manière automatique les API. Donc, le principe, c'est qu'avec Next, il faut quand même créer l'API. Une fois que tu as créé l'API, tu t'en retournes dans ton application principale, tu fais les fetch, OK? Il y a de la communication qui travaille entre les deux. Blitz veut faire abstraction de ce niveau-là, puis de générer l'API pour toi. En fait, dans ton code de ton application, tu vas directement faire, je veux aller chercher telle information dans ma base de données, puis lui va automatiquement convertir ça en API, va automatiquement faire qu'il va avoir un côté serveur, un côté client, puis être capable de gérer ça sans avoir de bris de sécurité, hein, en gardant notre application en 3 tiers pour être capable de gérer tout ça. Fait que ça ici, c'était notre 3e sujet de la journée, qui était les prochaines étapes, ou en fait les prochaines lignées de nous, qu'est-ce qu'on a vu. T'sais, nous, on a vraiment vu les fondements sur lesquels se base Next, sur lesquels se base Blitz. En fait, Blitz est basé sur Next. Okay? C'est comme tout le temps en évolution, là, tout le temps on construit par-dessus le dernier étage pour être capable d'avoir quelque chose d'encore plus abstrait, plus rapide à développer. Mais c'est comme ça les prochaines étapes. On va mettre le petit lien de Blitz dans notre liste. Avec ça, ça ferait le tour. On avait moins long à dire que je pensais. Mais on a couvert les 3 sujets que je voulais jaser avec vous en soirée. Est-ce que... comment vous sentez-vous à la fin de cette formation? Donc, je sais que vous devez remplir un petit questionnaire là, qui vous a été envoyé par Juliève, mais entre nous, hein, c'est la première fois que je donne cette formation-là. C'est basé sur les cours que je donne déjà, là, fait que je sais que ça avait quand même de l'allure, mais comment vous êtes senti dans ce cours-là? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été trop vite, pas assez vite? Est-ce des choses que vous auriez mieux passer plus de temps? Donc, quelle a été votre vision de cette formation-là? Si elle sera redonnée un jour, pensez à vos compatriotes. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui peut avoir de mieux? Parce que sinon, c'est pas mal ça. On a bien vu qu'est-ce qui se passait maintenant dans la formation full stack.
Ça m'a fait un plaisir. J'espère que vous aussi, vous avez eu du plaisir. J'espère qu'on va se revoir m'amener. Je vous laisse répondre.